Et j'ai souvenir d'avoir connu quand on était à Barcelone une femme qui était journaliste, qui avait écrit son premier roman, qu'il avait envoyé, qui avait été refusé, et elle s'était mise à écrire le deuxième. Et je m'étais dit, mais j'étais folle d'admiration pour elle. Je me dis, mais elle s'est pris une méga claque, elle a passé peut-être 2 3 ans à écrire un truc, on lui a dit non, et elle en écrit un autre. Et je me disais, je l'admirais, et en même temps, je me disais, mais elle est folle. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, Tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle Votre histoire est un cadeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook. Votre histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous. Eh bien ce matin, puisqu'on est le petit matin, hein, on va rien cacher, on est début avril, juste après le week-end de Pâques, je reçois Christine. Bonjour Christine. Bonjour Frédéric. Alors Christine, tu me permettras de ne pas citer ton nom, tout simplement parce que je veux être sûr de ne pas me tromper, parce que tu as un nom à consonance, si je ne me trompe pas, allemande, c'est ça? Oui, alors c'est Heil Dalla. Alors Heil, c'est Voilà, tu as allemand. bien fait de le prononcer. J'ai appris aussi à prononcer l'allemand, je dois te dire. Donc Heil, D'accord. c'est allemand. Et Dalla c'est italien. D'accord, ok, voilà, bah, j'ai bien fait vraiment de pas aller mettre les mains là-dedans. Je suis pas très bon en langue, donc voilà, je préfère laisser et j'aime pas écorcher les noms non plus. Donc Christine, je te reçois et on va parler d'un sujet, mais pas que, mais on va parler d'un sujet au moins à un moment donné dans le podcast qui m'intéresse beaucoup, qui est sur l'idée de la transmission, sur l'idée de l'intergénérationnel, mais voilà, j'en dis pas plus et on va démarrer tout de suite le podcast par ce fameux portrait chinois qui permet de faire un tout petit peu connaissance. Et je vais démarrer par la première question. La première question qui est, si je te parle d'un lieu, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Quel est le premier lieu qui vient là tout de suite? Lac et montagne. En fait, même si j'ai beaucoup voyagé, je viens de Haute-Savoie et j'ai évolué entre le lac Léman et le lac d'Annecy et le lac du Bourget. Et ce sont 3 lacs magnifiques et 3 lacs entourés de montagnes. Et je pense que ça a vraiment bercé au départ un petit peu à mon insu mon enfance et marqué mon enfance et mon adolescence. Et c'est après, je pense, m'en être éloignée pendant plusieurs années, que à chaque fois que je revenais, je disais, mais c'est là mes racines. Et ça devient très, très, très fort. Donc voilà, lac et montagne. D'accord. Ok, parce que on en parlera, mais je vais rien dévoiler tout de suite. Mais effectivement, quand tu dis tu as un peu bougé, on peut le dire que tu as beaucoup bougé. Moi, je me permets voilà, de compléter ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, on le verra, mais ça fait partie de ton parcours aussi. La deuxième question du portrait chinois, si je te parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré, est-ce qu'il serait plutôt salé? Le problème, c'est que j'ai beaucoup de plaisir gourmand. Ah, là, il va falloir faire un choix. Alors, en fait, je suis plus salée. Bon, poisson, côte de bœuf. Là, nous avons fait notre première côte de bœuf ce week-end au barbecue. Ça, c'est vraiment un gros plaisir. Mais mes madeleines de Proust sont plus sucrées, étonnamment, et notamment la tarte au citron meringuée ou la tarte à la rhubarbe meringuée. Ça aussi, la rhubarbe, c'est un fruit que j'adore et dont j'ai été privée toutes les années où on était à l'étranger. Et puis après, évidemment, tous les fruits rouges qu'on ramasse quand c'est la saison dans le jardin, soit les cerises ou les framboises. Donc voilà, il y en a Ok, beaucoup. bah,
Ok, bah tu sais, dans quelques temps, je pense que je pourrais écrire un livre sur les madeleines de Proust parce que la tarte au citron meringuée revient assez régulièrement. Tu Ah vois, ouais. c'est drôle, hein, mais ouais, je pense que je pourrais faire une petite compilation. Ma question suivante sur le portrait chinois, si je te parle d'une passion, mais ça peut être aussi et ou un passe-temps parce que des fois ça peut être un peu différent, tu me dirais quoi? Alors, ce qui va déjà avec les plaisirs gourmands, bah, la cuisine, j'adore cuisiner. Mhm. C'est très important pour moi dans mon équilibre personnel en tant que maman et femme de faire de transmettre des bonnes choses, des choses saines à ma famille. Mais sinon, énormément la lecture depuis toujours. Une lecture que j'ai adaptée au gré des endroits où j'étais. Le sport aussi, qui a toujours été très important pour moi, c'est quelque chose aussi qu'on a pratiqué en famille. C'était vraiment notre point rassembleur avec mes parents, mes frères et moi. Et bon, en plus, mes parents, surtout ma maman, était une grande, grande sportive. Donc, on avait une image très importante devant nous, un modèle impressionnant. Et le cinéma aussi, je dirais. Le cinéma est aussi pour moi quelque chose de magique. Voilà. Ok, très bien. Et si je te demande une ou des personnes qui comptent, qui ont compté, qui t'ont inspiré, ça peut même être des personnalités, tu me dirais qui? Bah, je dirais tout simplement et très banalement mes parents. Parce que, alors, mes parents et les femmes aussi de ma famille, parce qu'elles étaient femmes à des moments, je pense, qui n'étaient pas toujours faciles. Et tant ma grand-mère d'origine italienne, qui pourtant était très très peu éduquée, mais qui avait un comportement, de ce que j'en ai perçu, hein, moi, assez admirable. Quant à ma grand-mère maternelle, bon, là, je l'ai beaucoup plus connue. Et puis bon, voilà, c'était une femme aussi complètement admirable. Ma maman aussi, qui a l'air d'être toute simple, toute gentille, et puis qui est, comme je dis, en bon français, une super badass. Et voilà, et mon papa aussi. Donc, Ok, très bien. Et tu as raison, il faut aussi savoir saluer nos parents quand ils nous ont inspirés, pas toujours aller chercher à l'autre bout de la planète des personnalités ou autres. Des fois, on a juste nos modèles en face de nous. exactement. Euh, ouais, et ma dernière question, qui est pas dans le portrait chinois, mais qui aide un petit peu certaines personnes à se positionner par rapport à l'entrepreneuriat. Quand je te parle d'entrepreneuriat, tu me dirais que c'était plutôt pour toi un rêve, c'était plutôt une continuité familiale entre guillemets parce que c'était dans les gènes de la famille, ou ça a juste été une opportunité qui s'est présentée à toi. Alors, ce n'était pas du tout un rêve. Moi, j'étais plutôt entreprise, sécurité, salaire qui tombe à la fin du mois. Donc, en fait, c'était vraiment un enchaînement de circonstances et d'événements dans ma vie qui ont fait que j'y suis venue. Mais c'était absolument pas intuitif et au départ désiré par moi. Mais cela dit, je suis très heureuse d'y être. Et je pense qu'on parlera de pourquoi. Bien sûr, on va y parler. Mais en fait, l'idée de cette question, et je le répète de temps en temps, c'est aussi de rappeler aux personnes que, tout comme dans mon podcast pour le sport, il n'y a pas besoin que papa, maman ou le frère soit champion ou sportif de haut niveau pour qu'on devienne sportif de haut niveau. Ben, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas forcément besoin que ça ait été un rêve au début, que ça soit ancré dans la famille. On peut très bien avoir eu un papa ouvrier et créer son entreprise et la preuve en est dans les différents épisodes que j'ai pu faire. Donc merci pour les réponses à ces questions qui permettent doucement de faire connaissance avec toi. Et bah là, on va rentrer dans ton parcours. L'objectif étant de savoir un petit peu qui tu es, quel a été ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Mais ça, on va se le garder pour le milieu du podcast. D'abord, on va parler un peu de ton parcours, savoir bah, par où tu es passé pour devenir après, derrière, entrepreneur. Donc, écoute, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce, une spécialisation marketing. J'ai je suis rentrée sur le marché du travail en, je me rappelle plus, l'année 93. Ouais, 91, 93. Donc, c'était des années un petit peu compliquées au niveau économique.
Et donc, en gros, donc, j'ai travaillé 15 ans dans l'univers du luxe, dans le marketing dans l'univers du luxe, mais en fait, là, j'ai fait des lancements de collections, j'ai fait la qualité, j'ai fait la gestion d'image de marque, parce que j'ai travaillé dans des entreprises très différentes, qui étaient soit des industries, c'est-à-dire où on fabriquait, soit plutôt des entreprises qui achetaient et revendaient dans des magasins, soit des entreprises qui avaient une franchise, un système de franchise et qui vendaient dans le monde entier. Et donc, je pense que ça m'a permis là, d'avoir un profil assez pointu et assez intéressant sur tout ce qui était voilà, l'univers du luxe, plus spécifiquement des bijoux. Et donc, j'ai travaillé dans cet univers-là pendant, on va dire, 15 ans, entre la France, le Canada et l'Espagne. Parce que je suis D'accord. partie au Canada et là, c'était intéressant parce que je suis arrivée au Canada et les gens m'ont dit, ouais, bon, école de commerce, c'était à l'époque où les écoles de commerce n'étaient même pas, on disait pas une école de commerce, c'est bac+5, c'est un MBA. Donc, en fait, les gens, chaque fois qu'il fallait expliquer ce qu'on avait fait, ils ne comprenaient pas. Donc, les gens m'ont dit, bon, bah, ok, ça a l'air pas mal ce que vous avez fait, mais bon, nous, on ne vous connaît pas. Donc, vous allez commencer par la vente. Et j'ai recommencé par la vente, où j'ai, soit dit en passant, eu des aventures extraordinaires parce que j'étais dans le plus beau magasin de cette chaîne et j'étais au département diamant et notamment au bac de fiançailles. Donc, j'ai eu des histoires absolument incroyables qui, si j'en parle maintenant, en fait, je pense, m'ont nourri, en fait, au niveau des histoires de vie des personnes et Mhm. d'observation des comportements. Donc voilà, ça, c'était une petite aparté. On y reviendra bien sûr, forcément. Ouais, voilà. Donc après, je suis revenue en France. Après, voilà, en Espagne, donc j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise espagnole, enfin catalane plus exactement, absolument incroyable, une entreprise familiale qui a monté un empire qui est un petit peu le Zara de la bijouterie, de l'accessoire, on pourrait dire. Et là, c'était aussi une expérience intéressante de travailler à proximité de cette famille. Puis donc, après 15 ans, je suis tombée enceinte. Mon mari donc, est allemand. C'est pour ça aussi qu'on s'était installé en Espagne. On avait décidé de choisir un pays qui serait neutre, qui serait ni le sien ni le mien, qui était d'autant plus pratique que je ne parlais pas allemand quand on s'est rencontrés. Il ne parlait pas français. D'accord, ok. Donc l'espagnol était la langue, outre l'anglais, qu'on maîtrisait tous les deux. Et donc voilà, je suis tombée enceinte et on était à Barcelone, on était très heureux et on s'est dit, bon, bah, soit on reste à Barcelone, soit on va voir ailleurs ce qui se passe. Moi, ça faisait déjà, voilà, j'avais vécu au Canada, j'avais vécu en Espagne, j'avais fait 2 fois 3 mois de sac à dos en Amérique du Sud. Donc j'avais un peu la bougeotte et mon mari aussi. Et donc on a tenté notre chance soit en Espagne, soit à l'étranger. Et on a eu la chance d'obtenir, enfin mon mari a obtenu via une entreprise un poste à l'étranger. Et c'est comme ça qu'a commencé un pan de vie, une tranche de vie complètement différente. On ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer. Et en fait, voilà, ça a duré aussi une bonne quinzaine d'années, si ce n'est plus. Après, c'est 8 ans déjà à l'étranger. Mais cette fois-ci, D'accord, on est ok. parti en tant qu'expatrié. Parce que moi, j'avais dit à mon mari, je suis partie au Canada avec ma valise en carton, on est parti en Espagne avec notre valise en carton. C'est quand même difficile et je voulais qu'on ait un minimum de sécurité, d'autant plus que voilà, on avait 2 enfants avec nous, 2 petites filles, et qu'on voulait quand même assurer. Et Donc, ce que tu veux dire pour expliquer aux gens, c'est que le statut d'expatrié, c'est que tu dépends d'une entreprise et tu es envoyé dans un autre pays. C'est ça que tu voulais dire? exactement, voilà, D'accord. l'entreprise Ouais. t'envoie pour normalement, c'est des postes de 3 ans. Mhm. Et où tu as un salaire, etc. Alors que quand tu pars avec ta valise en carton, ce que j'ai fait 2 fois, tu as un petit peu d'économie, tu n'as pas de boulot, tu n'as rien. Mhm. Et donc,
c'est des aventures extraordinaires. Mais voilà, j'avais dit, deux, c'est Oui. bien, trois, non, c'est un petit Oui, puis peu. avec des enfants, c'est plus la même aventure, elle devient extraordinaire, donc il vaut mieux avoir prévu quelques matelas, on va dire, derrière soi. Exactement. Bon, alors elles étaient encore petites, il n'y avait pas de problème Ouais. d'école ou de choses comme ça, mais effectivement, bon, voilà, on voulait avoir quelque chose de plus assuré. Et donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé le pan de vie de l'expatriation. Et donc c'était depuis 2017 et nous sommes rentrés, voilà, en Allemagne en 2018. Donc à chaque fois, on devait être dans des pays, on restait 3 ans, et puis à chaque fois pour des circonstances à chaque fois différente. On est resté en moyenne dans chaque pays 2 ans maximum. Donc D'accord. c'était des... Donc, juste, je précise, parce que tu as dit 2017, c'est 2007 jusque 2018, c'est ça? Oui, 11 pardon. ans, 11 ans de vie. Non, non, mais t'inquiète, comme ça je précise, mais c'est 11 ans de vie à l'étranger, donc je recale un petit peu le truc, dans des périodes de 2 3 ans à chaque fois, c'est ça? C'est ça, exactement. Exactement. D'accord. Et le premier pays que vous allez faire, c'est quel pays? Alors on est parti d'abord à Abu Dhabi. Donc on devait y être D'accord. pour 4 5 semaines. Et puis, donc comme nos enfants n'allaient pas à l'école, j'ai dit à mon mari, bah, écoute, je te suis. Parce que on avait dit, si on fait l'expatriation, c'est clair, on le fait ensemble. Parce qu'il y a différentes façons de la faire. Ça peut être aussi que parfois, par exemple, la femme et les enfants restent dans le pays d'origine et le mari part. Et nous, on avait dit non, ça sera une aventure familiale. Ok. Et donc ça, c'était très clair. Et donc là, je dis, bon, bah, je te suis. Et on était parti pour 3 semaines, 5 semaines, et on est resté en fait 9 mois. Ah oui, d'accord. Ok. Et là, c'était intéressant parce que c'était ma première expatriation, donc j'ai commis plein d'erreurs parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses, je pense, à apprendre et qui facilitent les choses. Mais Ce serait quoi les deux, trois erreurs si quelqu'un nous écoute là et qui se dit je suis tenté par l'expatriation et que toi tu as une expérience de vie sur laquelle tu peux partager, tu dirais de souvenirs comme ça, c'est quoi les deux, trois grosses erreurs que tu as faites et sur lesquelles tu te dis bon, ça par expérience, faut pas le faire. alors, je dirais déjà, en tant que conjoint suiveur, il faut essayer s'entourer de gens. Mhm. Donc, il y a des associations. Moi, au début, je n'y avais pas pensé. Donc, j'étais seule avec mes 2 enfants à la maison. Donc, s'entourer, rencontrer d'autres gens qui ont une expérience similaire. Et puis après aussi des locaux si on peut. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous, ce qui était un petit peu spécifique, c'est qu'on était parti voilà, pour 4, 5 semaines et qu'on y restait 9 mois. Et donc, il y a beaucoup de choses, je me disais, non, je vais pas faire parce qu'on va partir. Non, je vais pas faire parce qu'on va partir. Mhm. Et puis, en fait, au bout d'un moment, bah, par exemple, pour nous, c'était un détail, mais on était dans un appartement meublé qui était extrêmement sombre et qui était vraiment avec une décoration très, très lourde, du bois sombre, des teintures rouges. Donc, c'était assez déprimant. Et là, ça aurait été de dire, bon, bah, c'est pas grave, j'investis un petit peu, je le redécore, je le personnalise. Alors, on l'avait un petit peu personnalisé, mais pas beaucoup parce qu'on pensait qu'on n'y resterait pas. Oui. Et donc, c'est de dire où qu'on va, parce qu'on n'a pas toujours la notion de combien de temps ça va durer. Faire comme si on allait y rester longtemps et foncer, vite foncer, aller vers les gens, aller vers le pays, ne pas perdre un instant pour acquérir le plus possible sur ce pays, sur les gens, pour prendre les choses à bras-le-corps, je dirais. Ok. Et quand on a S'enrichir en fait de tout ça. Exactement, voilà. Et puis même si c'est pour 3 mois, c'est pas grave, il faut y aller, il faut foncer. Et donc pareil, dans les rencontres avec les gens, ben, on dit pas, tiens, cette personne a l'air intéressante, on fonce, on y va, on dit, cette personne, elle me Mhm. semble sympathique, je vais l'aborder, je me présente, etc. pour nouer des contacts et s'intégrer. Et si on voit quelque chose qu'on a envie de faire, on dit pas, bah, peut-être que je le ferai demain. Non, non, on le fait tout de suite. Et donc, voilà, forte de cette expérience. Après, nous avons enchaîné. Nous sommes rentrés, en fait, puisque mon mari était entre deux postes, donc on est resté un petit peu en France. Et puis, nous sommes allés en Angleterre. Et puis après, il y a eu Singapour, il y a eu la France. Donc, on a été expatriés en France. Donc, ça, c'était une expérience également très intéressante. Tu as fait découverte avec les Français, alors comment ça? Alors, déjà, ce qui est drôle, c'est qu'on est retourné à Nancy. Donc, Nancy, c'est où j'avais fait mes études.
on est D'accord. retourné à Nancy 20 ans plus tard. Et j'ai redécouvert cette ville qui est magnifique, bon, qui avait été prise en charge par un maire qui a vraiment, je pense, fait énormément pour la ville de Nancy. Mais c'est une ville assez merveilleuse. C'est une région de France, d'ailleurs, je trouve, qui est pas assez connue, ce qui est bien dommage. Et donc, on est arrivé et on avait des trajets en tram pour que j'amène les enfants à l'école. Et on est arrivé, il y avait des grèves. Et là, j'ai dit, Ah, oh, c'est pas vrai, je viens de retourner en France, on n'est même pas à Paris, il y a des grèves, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Et alors, mon mari buvait du petit lait parce qu'évidemment, quand il sait très bien que s'il veut rester en vie, il ne peut pas trop se permettre de critiquer la France et les Français. Par contre, moi, j'ai le droit. Donc là, il était très intelligent, il n'écoutait pas, mais il m'entendait me plaindre et râler sur la France et les Français. Mais donc et voilà, oui, mais c'était deux très belles années. d'accord. Et ensuite, tu réenchaînes et on racontera un petit peu ce que tu fais, mais juste pour que les gens aient un peu le circuit. Après la France, tu pars loin, si je me trompe pas? Voilà, après la France, nous sommes partis à Singapour, qui est, je pense, une des destinations idéales pour découvrir l'Asie. Ce n'est pas la meilleure pour la découvrir en profondeur, mais par Mhm. contre, comme point de départ, parce que c'est facile, parce que c'est très sûr, parce que c'est très propre, c'était parfait. Alors bon, on devait y rester 3 ans et puis au bout de 1 an et 4 mois, et ben zoup, le bon gâteau avec la bonne cerise dessus nous est passé sous le nez Ah, et nous sommes partis en Corée du Sud. Et alors là, la Corée du Sud, ça ne m'attirait pas du tout. Enfin, je mhm. n'avais aucune image. Tout ce qui était K-pop, machin et tout, ça ne. Bon, alors c'était le moment où il y avait Gangnam Style, la chanson là, qui faisait un tabac. Mais bon, voilà, moi, ça me parlait pas du tout. En plus, j'avais rencontré une femme qui avait vécu, une autre qui était allée faire un voyage de reconnaissance et les deux m'en avaient dépeint un tableau, enfin, en gros, qui m'a donné un peu envie de pleurer. Donc, autre leçon, prendre avec une pincée de sel ce que des gens ont à vous dire sur un pays. Vous l'entendez, mais attention, ce n'est pas la parole d'évangile et faut se faire sa propre opinion. Parce qu'en fait, il s'avère que la Corée du Sud, je pense que c'est un des pays que j'ai préféré, Ah, énormément, comme quoi. énormément Mhm. aimé. Et nous y sommes au bout de 1 an et demi. Je m'étais investie dans l'association de l'école et donc on gérait la partie business de l'école française. Je m'étais mise au taekwondo, qui est le sport national coréen. Et donc, mon mari me dit, bah, tiens, voilà, j'ai un poste fantastique en Inde. Il faut savoir qu'au début de notre expérience d'expatriation, je lui avais dit, je te préviens, il y a un pays où je ne veux pas qu'on aille, c'est l'Inde. Et là, au bout de, pareil, pas tout à fait 2 ans, mon mari me dit, écoute, j'ai un super poste en Inde. Et là, j'ai, oh. Et je lui dis, bon, ben, d'accord, mais moi, je veux rester au moins 2 ans en Corée. En plus, je voulais absolument passer ma ceinture de taekwondo, parce qu'après, quand on change de pays, il faut repartir à zéro. Donc, j'ai dit non, non, je vais aller à Ouais. la ceinture noire et ça, c'est pas possible. Donc, voilà, on est resté 6 mois séparés, lui en Inde et nous en Corée. Et après, nous l'avons rejoint en Inde. Et l'Inde a été l'autre pays qui était mon grand coup de cœur, comme quoi, là aussi. Les idées préconçues, la vie vous donne des petites claques sympathiques pour vous dire, bah, tu vois, finalement. Ouais, il faut rester ouvert à toutes les découvertes, entre guillemets. C'est ça presque la leçon de ce que tu es en train de nous dire dans ton parcours. Complètement. Et en même temps, c'est merveilleux, extrêmement rafraîchissant de pas tout contrôler. Et justement, bon, moi, ces expatriations, à chaque fois, je les vivais comme des chasses au trésor. J'allais à la découverte du pays. Alors, j'utilisais toujours des moyens différents. Donc, le sport, donc voilà, le taekwondo en Corée, le yoga en Inde, même si j'avoue que j'ai préféré le taekwondo au yoga. La littérature, le cinéma, la cuisine. Et à chaque fois, voilà, il y a des pays, bon, ben, par exemple, le Singapour, c'est hyper sexy sur le papier et c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Mais finalement,
La Corée, qui m'a demandé plus d'efforts d'intégration, ou l'Inde, sont des pays que j'ai beaucoup aimés et qui m'ont énormément apporté, et plus que Singapour. Je me permets de te poser une question et c'est toi qui répondras comme tu as envie. Mais est-ce que tu ne penses pas, et vraiment elle vient comme ça, comme tu m'as amené les éléments, mais est-ce que tu ne penses pas que comme tu avais des a priori négatifs, tu t'es mis en mode de recherche, entre guillemets, un petit peu pour essayer de te dire, tiens, qu'est-ce qui va pouvoir me plaire et peut-être même plus avoir mis ton cerveau en mode exploratrice par rapport à Singapour où tu avais un point de vue plutôt positif? Oui, alors c'est vrai que j'avais moins d'attentes déjà, ça Mhm. c'est sûr. Et puis, et je me suis dit, effectivement, il faut que je découvre ce pays. Et après, mais finalement, c'était toujours un peu ma démarche active, parce que c'est aussi quand on est conjoint suiveur, on est très passif de ce côté-là, parce on n'a pas tellement on peut dire je veux pas, on peut faire un veto. Mais sinon, on doit suivre dans quelque chose qu'on n'a pas choisi, une destination qu'on n'a pas Mhm. choisie. Et je pense que très vite, je me suis dit, sans l'avoir formulé de façon très très claire, il faut que je retrouve de l'actif, il faut que je retrouve quelque chose qui fait que je ne suis pas passive dans tout ce qui m'arrive, et que je contrôle, entre guillemets, la situation. Et ma façon de le faire, c'était de dire, bah, où suis-je et quel est ce pays, et je vais aller le découvrir, et je prends tout en main pour le découvrir. Et la littérature, notamment, était aussi un très, très, très bon outil. Ok, et on va y revenir juste avant, comme on va terminer comme ça le parcours. Au bout des 2 ans à peu près en Inde, qu'est-ce qui vous fait décider de, j'allais dire revenir en Allemagne, mais c'est pas revenir, mais en tout cas aller vous positionner en Allemagne de manière un petit peu plus longue? Alors déjà, nous sommes restés en Inde 2 ans et demi, je précise, parce que Ouais. vu que tous les autres pays, c'était très, très court, c'était notre record, hein. D'accord. Ok. En fait, le poste de mon mari se terminait, Mhm. et nous sommes rentrés en Allemagne. Lui, il a vécu quelque chose au niveau professionnel, je pense qu'il n'avait pas tout à fait anticipé, moi non plus d'ailleurs, c'était qu'en fait, il était parti depuis longtemps, et que d'un seul Mhm. coup, personne ne le connaissait. Les gens avec qui il avait eu des contacts avaient soit quitté l'entreprise, soit avaient pris leur retraite. Et d'un seul coup, il se retrouvait dans cette entreprise qui était un peu notre famille pendant toutes ces années, ces 11 années. Et il n'avait plus c'est comme s'il n'avait plus de parents, il n'avait plus de support, il n'avait pas vraiment de job qui l'attendait. Donc, je pense quelque chose de difficile à vivre pour lui. Nos Mhm. filles, elles devenaient adolescentes. Donc, notamment, la dernière expérience en Inde avait été un peu compliquée, hein, parce que des jeunes filles en Inde adolescentes, je les lâchais pas d'une semaine, on va dire. Donc là, on arrivait dans une ville qui est extrêmement sûre, où on peut tout faire en vélo, en bus, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et donc, c'était le moment peut-être pour poser ses valises. Bon, moi, j'avoue que personnellement, j'aurais bien continué l'expatriation. Et je pense que, voilà. Mais bon, pour mon mari, en fait, lui, ça avait toujours été son rêve d'être entrepreneur. Il a Mhm. ça dans sa famille. Moi, c'est quelque chose, j'avais toujours dit, écoute, non, moi, ça me fait peur de ne pas savoir si à la fin du mois, on a quelque chose pour le mois suivant. Et là, en fait, pour lui, ça devenait très, très important. Il a cherché, il y a une belle opportunité qui s'est présentée à lui, et bon, voilà, donc on a décidé, il fallait qu'il y aille. Et du coup, quand on est rentré en Allemagne, on ne savait pas si on allait rester ou si on allait repartir. Et là, à partir du moment où il a repris cette entreprise, c'était clair que nous restions. Et donc commençait une nouvelle tranche de vie pour moi très, très particulière, avec mon mari qui réalisait son rêve, qui reprenait son entreprise, qui était très heureux, mes filles qui prenaient leur envol parce que voilà, elles pouvaient enfin être libres et indépendantes. Et puis moi. Ah, bah justement, on va y arriver. Alors, juste une précision, en Allemagne, tu es du côté de la Bavière, hein, si je me trompe pas, c'est ça? Exactement, on est en D'accord. Franconie, donc ce qui est le nord de la Bavière. On est au nord de Nuremberg, ville connue pour le fameux procès de Nuremberg. On est à Oui. 200 kilomètres au nord de Munich.
D'accord, ok, comme ça place un tout petit peu le contexte. Vu que on a parlé beaucoup de tes voyages, on a volontairement pas trop parlé de ce que tu faisais comme activité pendant cette période. Donc effectivement, tu avais un rôle de mère, effectivement, tu avais un rôle de conjoint expatrié qui est jamais évident et jamais neutre en termes d'activité, mais tu faisais aussi d'autres choses. Et à partir, alors dis-moi si je me trompe, c'était peut-être même avant, hein, mais de ce que j'ai pu regarder, glaner un petit peu sur LinkedIn, tu as commencé aux alentours de 2010 à commencer à mettre les mains dans l'écriture, mais peut-être que tu le faisais déjà avant. Tout à fait. Alors en fait, oui, justement avec nos expatriations, je commençais à écrire et puis même quand j'étais partie en sac à dos, les 2 fois où je suis partie 3 mois en Amérique du Sud en sac à dos, j'envoyais des mails à tout le monde. Il n'y avait pas encore les groupes, les mails groupés et tout, pour raconter un petit peu mes aventures. Et à chaque fois, les gens me disaient, ah, mais tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre. Et puis quand nous sommes arrivés en Angleterre, Hmm. nos 2 filles, pour la première fois, ont pu aller dans une pré-école, on va dire. Et donc, je me retrouvais avec un petit peu de temps devant moi pour la première fois. Et je venais d'envoyer un énième mail où je racontais notre appartement en Angleterre et que je m'extasiais devant la fausse cheminée, les fausses flammes. Je pense que ça évoque à tout le monde des souvenirs. Donc, de façon évidemment en forçant un petit peu le trait. Et j'ai reçu un énième commentaire de ma cousine qui dit, mais tu devrais vraiment écrire un livre. Et je me reverrai toujours devant mon ordinateur, devant ce mail, et de dire, bah, chiche, pourquoi pas? Et donc, en fait, j'ai commencé j'ai vite eu l'image d'une scène qui m'est venue à l'esprit. Et de là, j'ai un petit peu commencé à écrire, mais en étant très désemparée, ne sachant pas trop par quel bout aborder tout ça. Et au bout de 3 mois, je pense que j'ai dû avouer mon forfait. Enfin, ce n'est pas un forfait à mon mari en lui disant, tu sais, en fait, j'ai décidé d'écrire un livre, ce qui me semblait encore très irréel. C'était la première personne à qui j'en parlais au bout de 3 mois. Et il a eu la merveilleuse idée, là aussi que je n'aurais pas eu, de m'offrir un cours en anglais, Start Writing Fiction, pour voilà, me donner tous les outils pour commencer à écrire. Et c'est comme ça que Oui, parce que je me permets de te couper parce que contrairement à ce que les gens pensent, hormis un ou deux cas particuliers, on va dire d'un point de vue général, écrire ça demande beaucoup de structure, beaucoup de techniques et autres, et ça s'apprend. je pense oui. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des talents et qui commencent à écrire quelque chose, mais parce que justement, il leur manque un peu de structure et d'informations au départ qui bloquent et qui ne terminent pas. C'est des Mm. choses, quel est le point de vue narratif, quel genre de vocabulaire j'utilise, est-ce que je parle au présent, est-ce que j'écris au présent, au passé. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comment est-ce que je travaille mes personnages. Et ce cours m'a beaucoup aidé. En plus, c'était très intéressant parce qu'il était en anglais. Donc, on écrit parfois en français, on cède à certaines facilités. Moi, je me suis rendu compte, j'avais beaucoup de clichés, j'utilisais beaucoup de clichés. Et en anglais, ben, on a forcément un petit peu moins ça parce que ce n'est pas sa langue maternelle. Et d'ailleurs, j'avais Mhm. participé à des concours d'histoire courte qui étaient des très, très bons moyens aussi de travailler des histoires courtes pour vraiment avoir un condensé impactant. En plus, ça permet d'aborder des thèmes assez différents. Donc, et j'avais participé à des concours, j'avais été plusieurs fois sur la shortlist. Donc ça, c'était bien en anglais. En plus, on vantait les qualités de mon anglais, donc je n'étais pas peu fière. Donc voilà, et donc Bravo. j'ai commencé comme ça. Et puis c'est quand nous sommes arrivés à Nancy, en expatriation à Nancy, que là, j'ai vraiment attaqué, je suis rentrée dans le vif du sujet avec ce premier roman. Donc, j'avais ma vie, c'était intéressant, j'amenais les filles à l'école, j'écrivais, donc j'avais 5 heures ininterrompues, j'allais courir et je retournais chercher mes filles à l'école. Donc, c'était un peu comme une vie presque schizophrénique parce que l'écriture, c'est très, très, très solitaire.
Bon, il y avait le sport quand même pour mettre un petit Hmm. peu de... Parce que sinon, on est trop assis sur sa chaise. Et puis après, bah, la vie familiale, où voilà, fallait faire à manger, les devoirs, les choses comme ça. Donc, c'était très bien. Et puis, donc, en fin de séjour en France, donc en 2011, oui, à peu près 2010-2011, voilà, 2010-2011, j'ai envoyé mon manuscrit à des maisons d'édition qui l'ont refusé. Et donc voilà, nous avons enchaîné avec Singapour et moi donc avec cet échec que j'avais un petit peu quand même, où j'étais déçue et puis voilà. Mais donc bon, j'avais mon manuscrit Bien sûr. dans des boîtes, manuscrit qui pesait, je crois, 1,5 kg, 2 kilos. Tapuscrit, ouais, ouais, ouais. Donc, Wow. j'avais envoyé à toutes ces maisons. Je crois que j'en ai pris un avec moi quand même à Singapour. Et puis, et donc à Singapour, c'était peut-être une année où on a beaucoup voyagé, puis on est resté finalement très peu parce que on est resté 1 an et 4 mois à peu près. Donc, entre la logistique d'arrivée et la logistique de départ, je n'ai pas eu le temps de trouver mon rythme, en fait. Ouais, et puis personne t'en voudra, hein, franchement, avec les déplacements. Mais justement, par rapport c'est après Singapour que tu publies, enfin que tu le publies sur Amazon ou tu l'as fait quand même en étant sur Nancy? Non, alors non, non, à ce moment-là, j'avais aucune connaissance de ça. Et puis, euh, je- je- en fait, ce qui est drôle, c'est que j'étais déçue, mais en même temps, j'ai souvenir de ma cousine qui me dit, mais alors, et ton prochain? Et j'ai souvenir d'avoir connu, quand on était à Barcelone, une femme qui était journaliste, qui avait écrit son premier roman, qui l'avait envoyé, qui avait été refusé, et elle s'était mise à écrire le deuxième. Et je m'étais dit, mais j'étais folle d'admiration pour elle. Je me dis, mais elle s'est pris une méga claque. Elle a passé peut-être 2, 3 ans à écrire un truc. On lui a dit non. Et elle en écrit un autre. Et je me disais, je l'admirais. Et en même temps, je me disais, mais elle est folle. Et quand ma cousine, on était à Nancy, c'était avant qu'on parte pour Singapour, me dit, mais alors, et le prochain? Et je me suis pas dit, bah non, je vais pas écrire un prochain. Et je me suis dit, bah oui, c'est quoi le prochain? Et puis j'ai dit, bon, voilà, le prochain, ça sera, enfin, elle m'a dit, et sur la famille, parce qu'on est une grande famille, une grande tribu. Et je dis, ouais, t'as raison. Je vais écrire le prochain et ça sera sur la famille. Donc voilà, donc il m'a fallu digérer un petit peu tout ça. Et puis moi, j'avais la chance d'avoir mes parents qui étaient mes fans numéro un, qui étaient désolés et qui disaient, mais nous, on aimerait quand même, c'est dommage, et il est bien ce livre, on y croit. Et donc, c'était cet été, je pense qu'on était, il me semble, en Corée. Et papa me dit, mais tiens, il y a Amazon qui fait un truc. Donc, c'était un peu les prémices hein, de Kindle, le tout début. Il dit, tu le mets en ligne. Et puis, en plus, pour ceux qui sont dans les, je crois, 3 premiers, tu peux gagner de l'argent pour faire traduire ton livre en anglais. Mais ça, je m'étais dit, tiens, ça serait bien. Donc, j'avais un petit peu de temps. Je me suis dit, bon, je vais regarder. Donc, j'ai fait ma petite couverture maison, j'ai fait ma petite traduction HTML maison, etc. Et j'ai mis le livre en ligne. Et puis, j'ai commencé à en parler un petit peu à la famille par email. Et puis voilà, j'en ai quand même vendu quelques-uns. Et à peu près 200. Donc voilà, c'est pas nullissime, c'est pas grandiose, mais bon, c'était quand même quelque chose. Mais voilà, ils vivaient quand même. Et puis bon, après, les parents étaient toujours pas contents parce qu'ils disaient, nous, on voudrait l'offrir à nos amis. Donc, ils sont allés voir un éditeur, enfin, un imprimeur, pardon, qui a imprimé à peu près 100 ouvrages. Et comme ça, mes parents, tous les gens qui les invitaient pendant je sais pas combien de temps, ils arrivaient avec un livre. C'est beau, ça veut dire qu'il y avait de la fierté chez eux, c'est sûr. Ah ouais, 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 tout à fait, ouais, ouais. Et quand tu arrives en Corée, j'ai vu, alors dis-moi si c'était de l'écrit, si c'était plutôt, mais tu as interviewé des chefs cuisiniers, c'est ça? Ah, ça, c'est une histoire fantastique. Alors déjà, Ah, j'arrive en Corée. Et cette fois-ci, donc, j'avais appris qu'on ne vit pas tout seul dans son coin. Donc, à Singapour, j'avais rejoint le groupe des femmes scandinaves. Donc, bon, faut mhm. savoir, je suis une petite brune. Donc, c'est sûr que quand on allait se promener dans Singapour, je détonnais.
Mais voilà, et donc arrivé en Corée, il y avait, on a mis à ce moment-là nos enfants à l'école, au lycée français de Séoul. Et là, il y Mhm. avait un cercle de femmes françaises que j'ai rejoint. C'était la première fois d'ailleurs que je rejoignais un cercle de Françaises à l'expatriation. Et il y avait des groupes de lecture, etc. Il y avait des conférences très intéressantes. Et je vais assister une première fois à une conférence d'un d'un intellectuel, Benjamin Joanneau, c'était sur euh, l'idéologie, l'urbanisme et l'idéologie de Pyongyang, donc en Corée du Nord. Donc un sujet très intéressant, mais extrêmement pointu. Donc Mhm. moi, en bonne élève, je prends des notes. À la fin de la conférence, il y a une fille qui vient me voir, qui me dit, Tiens, Christine, je vois que tu as pris des notes. Je venais d'arriver, depuis un mois ou 2 mois. Elle me dit, tu veux pas nous écrire un petit article pour notre magazine, Le Petit Écotier, le magazine des francophones et francophiles en Corée. Alors je dis, oui, je veux bien. Alors du coup, j'ai bossé parce que c'était vraiment pointu. Et voilà, j'ai publié ce premier article et puis ils m'ont dit, bah tiens, si tu veux en publier d'autres. Et c'est comme ça que je suis rentrée un petit peu dans le groupe de rédaction sur la pointe des pieds, mais avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, c'était un bimensuel tenu donc par des femmes. Aucune de nous n'étions journalistes, mais on Mhm. essayait de faire ça de la façon la plus sérieuse possible, avec bon, des choses un peu carnet mondain et tout, mais après avec de véritables articles. Et donc, moi, je me suis lancée là-dedans. Et en fait, bah, par exemple, je faisais du taekwondo. J'ai rencontré une jeune femme au taekwondo je lui demande ce qu'elle fait et puis elle me dit, ben moi je fais de la musique. Je lui dis, ah mais tiens, ça m'intéresse. Eh bien, elle faisait de la musique indie. Il faut savoir qu'on était en Corée, au royaume de la K-pop, où c'est un business, hein, c'est une machine de guerre. C'est un des 5 axes clés déterminés par la Corée pour étendre son soft power dans le monde entier. Et donc, alors, une auteure-compositeur indie en Corée, coréenne. Donc, je lui dis, mais ça m'intéresse. Donc, elle me donne son CD. Et puis, je lui dis, ben, je vais voir le petit écotier. Je dis, Oh, je vous propose une interview. Ils me disent, bah, d'accord, et tout. Donc, je l'ai interviewé en anglais, j'ai retraduit en français. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait beaucoup, c'était aller à la rencontre des gens et donc faire ces interviews. Et donc, une fois, je regardais Top Chef, donc j'avais trouvé une solution pour regarder Top Chef France, parce que bon, j'aime bien la cuisine et j'aime beaucoup cette émission. Et je vois Monsieur Pierre Gagnère et je me dis, mais quel personnage solaire, quel personnage admirable. Et je me suis rappelé quand on arrive en expatriation, généralement, avant qu'on ait un logement, l'entreprise vous paye pendant de 2 semaines à 6 semaines l'hôtel, jusqu'à ce que vous ayez un appartement disponible. Et nous avions résidé pendant, je crois, 2, 3 semaines dans l'hôtel de Singapour, où tout en haut, il y avait le restaurant de Monsieur Pierre Gagnère. Bon, alors évidemment, nous, on n'y est pas allé, hein, parce que c'était un restaurant étoilé et voilà, qui était assez cher. Mais je repense à lui. Et puis, je me dis, tiens, et puis je me dis, mais si ça se trouve, il vient peut-être de temps en temps voir son restaurant. Alors, je vais sur son site. Je vois, il y a un truc de contact et alors j'envoie un petit message. Le Petit Écotier, magazine des francophones en Corée, serait très heureux à l'occasion, si Monsieur Pierre Gagnère se rend à Séoul, de l'interviewer, etc. Et 10 jours plus tard, je reçois une réponse. Oui, merci. Monsieur Gagnère sera là dans 10 jours. Veuillez nous faire parvenir la liste de vos questions. Et alors là, mon cœur a fait Wow. une quadruple embardée. Je me suis dit, oh là là, mais c'est incroyable. Et donc, j'allais avoir une interview avec Monsieur Pierre Gagnère. Je n'étais pas journaliste. C'est quelque chose, dans une vie, si j'étais restée en France, je n'aurais jamais, jamais pu vivre une chose pareille. C'est incroyable. Et c'est un monsieur, mais extraordinaire. Et en plus, je me rappelle après, quand j'ai terminé, ça devait durer un quart d'heure, 20 minutes. Ça a duré plus d'1 heure. Et le jeune homme qui gérait Monsieur Gagnère et le restaurant m'a dit après, ben, vous avez eu de la chance, hein, parce que quand il n'aime pas les journalistes et qu'il trouve que leurs questions sont débiles, il les vire avec perte et fracas. Et donc, j'ai transféré Valait mieux le savoir après qu'avant. Ouais. Mais et voilà, et donc en fait, en Corée, donc j'ai développé en fait le pan écriture, interview, article.
Donc, j'ai aussi interviewé, par exemple, une femme qui était une femme d'origine philippine, naturalisée américaine, qui était dans l'armée de l'air, postée dans l'armée de l'air américaine et qui était postée donc dans la DMZ, la zone démilitarisée, donc qui est à cheval entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et qui était Mhm. postée là. Donc, j'ai pu l'interviewer. Et donc faire un article aussi avec voilà ce que c'est que la zone démilitarisée, quel était le conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc à chaque fois l'occasion d'apprendre des choses incroyables. Une fois que, une fois que cette expérience en Corée, elle se termine, en Inde, tu commences à écrire ta deuxième nouvelle que tu vas publier une fois que tu reviens en Allemagne, hein, c'est ça? Oui, alors j'ai aussi oublié de dire qu'en Corée, j'ai aussi pris des cours de photographie parce que c'était quelque chose aussi que j'aimais beaucoup faire. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné dans mes hobbies, mes passe-temps, mais c'en est un aussi. Et donc, arrivé en Inde, donc, je commence là des cours de photographie plus poussés et je commence à faire des voyages pour découvrir le pays avec d'autres femmes, soit dans New Delhi, soit des voyages en Inde. Et j'ai là aussi écrit, j'ai pu publier 2 photos reportages. Donc, c'était vraiment une belle expérience parce que même si je ne les ai pas vendus très cher, j'étais publiée et on me donnait de l'argent pour mes écrits et mes photos. Et c'est donc en Inde, là aussi, que j'ai eu relativement du temps et que j'ai vraiment attaqué l'écriture de mon second roman, donc auquel j'avais pensé à Nancy juste avant de quitter Singapour et que j'avais délaissé en Corée, parce qu'en Corée, c'était plus l'écriture, on va dire, journalistique. Et donc là, j'ai commencé à travailler mon deuxième roman, que j'ai terminé la première version, enfin pas la première, mais la 5e version que j'ai terminée en un. Parce qu'il faut savoir, hein, pour tous ceux qui écrivent, la première version, The End, c'est pas du tout The End, c'est The Beginning. On est bien d'accord. J'avais déjà entendu parler, j'avais déjà lu pas mal de choses sur le nombre de fois où on relit, on retouche et on change ses versions. Et effectivement, c'est pas une légende, donc tu me le confirmes. Tout à fait, oui, oui, oui. Et donc là, voilà, j'ai commencé, je l'ai travaillé et nous sommes restés en Inde donc 2 ans et demi. Ok. Et donc, quand tu arrives en Allemagne, c'est pour toi l'occasion de pouvoir éditer cette deuxième nouvelle. Tu recommences à éditer, enfin à le mettre sur Amazon ou tu retentes le coup d'écrire et d'envoyer ça d'envoyer ça aux maisons d'édition. En fait, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Quand je suis arrivée en Allemagne, peu après, une amie fantastique, enfin, que je n'ai jamais rencontrée dans la vraie vie, mais qui m'a un petit peu coachée pour faire mon site internet, etc. Au bout d'un Mhm. certain temps, m'a dit, mais tiens, Christine, parce qu'elle avait lu mon premier roman, donc qui s'appelait La vie, non, Mhm. qui s'appelait à l'époque Fractionné de vie, donc qui faisait un jeu de mots sur les fractionnés en course. Et elle m'a dit, Mhm. Christine, ton livre, il y a une plateforme, ça s'appelle Librinova, c'est très bien, tu devrais publier ton livre. Le mettre là, puisque donc il dormait, hein, hormis tous ceux que mes parents ont donnés à leur mamie, sinon il dormait, il prenait la poussière. Et donc je l'inscris à cette plateforme. Il faut savoir que j'étais partie depuis longtemps, donc j'avais complètement déconnecté de la scène littéraire française. Et donc, je n'avais Mhm. pas suivi le développement de cette maison Librinova, je crois qu'il s'est créé en 2013, et absolument fantastique. Et donc, j'ai inscrit mon livre, c'était pas très compliqué, ça coûtait 50 euros. Je dis, ça mange pas de pain. J'avais un petit peu d'espoir, mais bon, pas vraiment. Et puis surtout, c'était pour faire plaisir à cette amie. Et puis, ils organisent chaque année un concours qui est le prix des étoiles. Et là, mon livre a été dans les finalistes, puisqu'en fait, j'avais zappé. Ils ont publié la liste des finalistes en décembre et moi, je ne l'avais pas vue. Et en janvier, donc voilà, j'ai été contactée par eux qui m'ont dit, vous êtes dans les 5 premiers, on l'a présenté, il y a des éditeurs qui sont intéressés, on veut être votre agent, on veut vous représenter, etc. Et donc est arrivé
On en parlera peut-être plus tard, mais l'histoire de la publication. Et donc, finalement, j'avais un petit peu laissé tomber de côté mon deuxième roman, puisque le premier est revenu sur le devant de la scène avec panache, dirais-je, puisque voilà, il a été édité. Et donc, ça a pris pas mal de temps, parce qu'il voilà, faut signer des contrats, faut retravailler un petit peu, faut faire un petit peu de promotion, etc. Donc la leçon, c'est qu'il il a pas plu à un moment, et puis tout d'un coup, en repassant par un autre biais, il plaît. Tout à fait. Tout à fait. Et ça veut dire que quand on passe pas par la grande porte, eh ben, ça ne veut pas dire que tout est fini. Et moi, 10 ans plus tard, ben voilà, ce livre que j'avais écrit 10 ans plus tard, d'un seul coup, il suscitait de l'intérêt par des maisons qui d'ailleurs m'avaient dit non, hein, 10 ans plus tôt, et qui d'un seul coup étaient intéressées. Alors, C'est après, je ne sais drôle. pas si c'est des époques différentes, donc des tendances différentes sur un marché, si c'est après une façon aussi de se présenter, de taper à la porte, hein. Alors, soit on est Mm. très poli, soit on enfonce la porte, soit on passe de côté, soit on passe par au-dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut multiplier les approches. Mais Ouais, je pense qu'il y a pas de, en fait, pour essayer d'illustrer un petit peu, il y a pas, pour moi, il y a pas de règles. Par contre, il y a des leçons, il y a des manières de faire. Et effectivement, si on prend l'exemple le plus connu de J.K. Rowling pour Harry Potter, elle s'est fait envoyer paître à plusieurs reprises. Il y a une personne qui a cru en elle. Voilà, je pense que, en fait, l'idée, c'est à chaque fois, il n'y a pas de règles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut rarement abandonner dans le côté écriture. tout à fait, tout à fait. Et honnêtement, il faut avoir un moral d'acier, hein. Mm, Je mm, crois qu'il mm. faut travailler énormément et il faut avoir un moral d'acier. Et je pense que si on travaille et on baisse pas les bras, on arrive à quelque chose. Mais là, même mon deuxième, par exemple, n'a pas été retenu par la maison d'édition qui avait publié le premier. Donc, quelque part, faut un petit peu repartir à zéro. Alors, pas complètement, parce que j'ai Libri Nova qui est derrière moi, avec Andrea, leur agente, et puis même toute l'équipe qui est fantastique, qui vraiment croit en ce livre et essaye de m'aider par tous les moyens pour qu'on trouve une maison d'édition. Mais donc voilà, faut être prêt à ce que les choses ne sont pas simples, mais tant mieux, hein, parce que sinon ça serait un petit peu ennuyeux. Bah oui. Vu que le temps passe, moi je voudrais surtout pas oublier de parler d'une activité que tu as lancée il n'y a pas si longtemps que ça, qui est celle du livre mémoire. Et moi ça me tient particulièrement à cœur et c'est ce qui a fait qu'on a échangé. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Stéphane Delbecq qui est mon fournisseur officiel de très bons contacts. Donc merci Merci Stéphane. Stéphane. Voilà, on peut que le remercier. Aujourd'hui, donc tu fais, bah, je vais te laisser dire en fait ce que tu fais, ce que c'est le livre mémoire. Oui, donc effectivement, quand on revient en Allemagne, et moi je me trouve un petit peu les bras ballants à dire qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je vais faire pour les 15, 20 prochaines années, où pour une fois on a ce luxe de savoir qu'on va pas bouger. Et donc je me suis réunie avec moi-même et j'ai réfléchi à ce que j'aimais, ce qui me parlait, ce que je pensais que je savais à peu près faire. Parce qu'à ce moment-là, en fait, est venue quand même l'idée, je peux pas retourner en entreprise. J'ai un parcours tellement atypique et je vais plus du tout coller dans les cases. Donc là, c'est vrai que c'est devenu une évidence qu'il fallait que d'une façon ou d'une autre, je sois auto-entrepreneuse. Et alors j'avais trois axes en fait. Il y avait l'axe des interviews, donc que j'avais développé en Corée qui me plaisait beaucoup. Mais il y avait l'axe photographique que j'avais développé en Corée et en Inde, où je me disais, voilà, je peux essayer d'en vivre. Et il y avait l'axe écriture. Et après, je réfléchissais aussi à ce qui faisait du sens pour moi. Je voulais que ce soit quelque chose qui soit aligné avec mes valeurs profondes. Alors, pour la petite histoire, j'avais prévu d'aller dans des maisons de retraite, vendre mes livres photos, enfin vendre des photos aux maisons de retraite, faire des photos de leurs pensionnaires pour égayer les murs. Et puis, c'est le moment est arrivé le confinement. Donc, évidemment, les maisons de retraite en Allemagne comme en France étaient fermées. Et donc, mon Bien projet sûr. tombait complètement à l'eau. Mais en fait, j'en parlais et quand on courait avec mon mari, on en parlait. Et puis, je lui disais, mais toi, moi, je m'imagine quand je vais faire ma séance photo d'une grand-mère, je vais lui dire qu'elle vienne avec ses copines, qu'elles se fassent belles, elles vont se maquiller, qu'elles m'amènent leur musique, qu'elles écoutent, toi, pour que je partage quelle est leur musique.
Je disais, mais tu vois, je pense qu'on va beaucoup échanger, ça va être très drôle. Et mon mari me disait, mais c'est sûr, en plus, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Il y en a peut-être, elles vont te raconter leurs histoires de vie. Et puis d'autres, elles vont te donner leurs recettes de cuisine ou je sais pas quoi. Et donc, en fait, tout ça a un petit peu germé dans ma tête parce qu'il y avait un style littéraire qui m'intéressait beaucoup, c'était la biographie. Et en Inde, déjà, j'avais dit, j'aimerais beaucoup écrire des biographies, mais des biographies de personnes vivantes. Et là, donc cette idée de photographie, cette idée d'interview, cette idée de personnes qui ont des choses à raconter et qui ne sont pas entendues, ça a commencé à devenir un champ fou dans ma tête d'idées. Et en fait, je me suis dit, pour moi, quelque chose de très, très important, c'est la famille et la transmission, et notamment la transmission familiale intergénérationnelle. Parce que je trouve qu'il est très, très, très dommage que souvent on est prêt à dire, des personnes sont prêtes à dire des choses à un moment où les autres ne sont pas toujours prêtes à les entendre. Et quand celles qui sont prêtes à les entendre veulent les entendre, celles qui sont prêtes à les dire, parfois, ne sont plus là. Et après, c'est trop tard. Et je me suis dit, faut pas perdre tout ça. Comme quelqu'un qui quitte une entreprise, qui part en retraite et toute sa mémoire vive de l'entreprise disparaît, est annihilée. Je trouve ça désespérant. Et donc, j'ai réfléchi à comment mettre en place un produit qui permette de retranscrire un parcours de vie, une histoire, mais de façon plus réelle pour qu'un enfant de 8 ans ou un enfant de 60 ans, chacun y trouve du plaisir et chacun y trouve ce qu'il est prêt à recevoir à ce moment-là. Donc, je me suis dit, il faut des écrits de différentes longueurs. On ne va pas avoir que du texte parce qu'une biographie de 200 pages, je pense que personne ne va la lire. Donc, il faut qu'on ait des textes de différentes longueurs. Il faut qu'on mette à ça des photos. Il faut qu'on mette des scans. Il faut qu'on mette aussi, par exemple, pour moi, la mémoire passe aussi à travers l'écriture d'une personne, le stylo qu'elle prend pour écrire, sa plume, la couleur de l'encre qu'elle utilise. Donc ça, il faut qu'on le retranscrive, qu'on fasse un scan avec une lettre écrite à la main par cette personne, la voix, le rire, les expressions de visage. Et donc, c'est là que je me suis dit, il faut que ce soit une sorte de biographie multimédia pour intégrer un maximum d'éléments pour retranscrire de la façon la plus plurielle, la plus ludique, la plus intéressante et la plus fidèle la mémoire d'une personne. Et donc voilà, alors au final, c'est un livre, un physique. Mais après, bon, il y a des liens sur chaque client a sa chambre où il y a tout qui est stocké, toutes les photos. Parce que l'idée aussi, c'est d'aller chez les gens, les prendre en photo, prendre en photo leurs objets importants dont on va aussi raconter l'histoire, prendre en photo leur maison, parce que souvent les maisons, elles ont des histoires familiales intéressantes. Et voilà, et donc c'est pendant le confinement que j'ai commencé à écrire ces biographies multimédia, à distance parce qu'il n'y avait pas le choix. Et en fait, finalement, c'était pour moi une bénédiction parce que vu que je suis en Allemagne, c'est un petit peu compliqué, mes clients sont français. Et là, en fait, c'était de me rendre compte que c'est possible de le faire à distance. Et après, il peut y avoir une ou deux visites sur place, effectivement, pour les enregistrements audio, vidéo et photos, mais c'est tout. Et alors, pour rien cacher, hein, on a eu un échange en amont du podcast parce que on a été mis en relation donc par Stéphane et j'avais vu que tu écrivais, mais je ne connaissais pas cette partie-là de ton parcours. Et effectivement, ça fait écho avec ce que moi j'ai lancé sur Votre histoire est un cadeau, qui est une manière un petit peu plus condensée d'être dans cet élément qui nous rejoint énormément sur l'intergénérationnel, sur le fait de se dire, et je te rejoins à 2000% sur ce que tu dis, à un moment on a envie de se confier et la personne en face elle n'a pas forcément le moment d'écoute et donc moi l'idée c'est sous forme de podcast, mais donc podcast privé bien sûr, mais il y a un élément complémentaire, il y a un élément commun. L'élément complémentaire c'est l'écriture, c'est le fait d'y mettre aussi un petit peu ta patte dans la manière de l'écrire et de le transmettre, mais il y a un élément commun, c'est qu'effectivement un parent qui, à 75 ans, se dit « j'ai envie de lui raconter mon histoire », le fils qui a une quarantaine d'années se dit « moi, j'ai mes gamins à aller chercher, j'ai ceci, j'ai cela », et il ne prend pas en compte le fait que c'est important à ce moment-là, ou alors il se dit « bon, c'est encore l'histoire que je connais qui est radotée, etc. » Et pour autant, en fait, c'était une manière peut-être à ce moment-là de commencer à
à transmettre, à aller à l'intérieur des émotions. Et c'est vrai que on se rend compte que la vie, elle va de plus en plus vite, que les smartphones nous mobilisent de plus en plus, que les notifications, etc. Et quand on pose des questions, et moi en lançant Votre histoire est un cadeau, ça m'a permis de poser des questions à mon frère, etc., d'aller même poser des questions à mes parents, et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses que je découvrais, ou certaines choses dont, quand on se posait la question avec mon frère de que faisait le père de notre grand-père, donc c'est pas si loin que ça pour nous, tous les deux on était là à se dire, en fait on sait pas ce qu'il faisait. Et on s'est dit, waouh, enfin voilà, on a encore la chance tous les deux, je touche du bois et du singe, d'avoir notre père, et donc on peut encore lui poser la question, mais dans peu de temps, on ne pourra plus lui poser la question, et il n'y aura plus personne qui sera capable de nous dire ce qu'il faisait. Et pour nous, ça paraît pas important, mais une fois qu'on s'est posé la question, on se dit, merde, pourquoi on l'a pas posé cette question? Ou pourquoi on n'a pas écouté? Parce que peut-être que ça a été dit, mais on l'a peut-être pas écouté. Voilà, donc c'était là où on se rejoignait énormément, et où moi je trouvais super intéressant ton parcours, mais aussi de mettre en lumière ce que tu fais aujourd'hui, parce que j'ai aussi échangé en lançant Votre histoire est un cadeau avec des enfants dont les parents commencent à être vieux, et donc les enfants ont mon âge, une quarantaine d'années, où ils disent je voulais que mon père écrive, mais il n'a pas cette force et cette énergie. Pourtant, voilà, et on a besoin de gens qui sont capables de le faire, et c'est ce que toi tu es capable de faire, parce que certaines personnes auront plus envie que ça soit écrit que oral, bref, et voilà, il faut qu'on soit capable les uns les autres de répondre à ce besoin, parce que pour moi la situation actuelle, pardon, fait que les générations des fois ont du mal à se retrouver, parce que on crée un fossé avec moi j'ai accès à la technologie, mon grand-père il n'y a pas, donc moi je suis sur la technologie, mon grand-père il n'y est pas, et donc on crée peut-être une distance. Donc c'était pour ça aussi que j'avais envie de mettre en lumière ton parcours. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple d'une des réalisations que tu as pu faire avec des clients, sans rentrer dans le détail, sans donner les noms, mais juste montrer à quoi ça peut ressembler, le travail que tu as fait avec eux. Tu passes du temps avec les clients pour t'imprégner, c'est ça? Oui, oui, c'est de longs entretiens. Moi, en fait, je compte pas mes heures parce que je trouve que si on facture à l'heure, c'est stressant, c'est source de stress pour le client. Et en fait, ça devient. Il y en a certains de mes clients, maintenant, on est en contact. Si tu veux. Le travail est fini. Là, j'en ai. Alors, j'ai eu par exemple. Alors, c'est soit les gens qui demandent pour eux, enfin, pour offrir à leurs enfants, pour transmettre à leurs enfants, soit c'est les enfants qui demandent qu'ils offrent en cadeau à leurs parents. Donc, c'est soi-disant un cadeau pour leurs parents, mais en fait, c'est un cadeau pour tout le monde, pour toute la famille. Et alors, toi, par exemple, j'ai fait un couple qui a eu une aventure professionnelle absolument extraordinaire. Et donc là, on s'est penché beaucoup là-dessus parce que c'était un petit peu le cœur de ce qui était le plus intéressant. Et donc là, en plus, c'était très intéressant parce que j'avais le mari et la femme, et donc c'était leurs échanges, leur vie de couple, leur vie familiale, et toute leur aventure professionnelle incroyable. Ce qu'on fait, je pense que tu as peut-être la même chose quand tu fais tes podcasts, c'est que quand on fait tout un parcours comme ça, qu'on le retranscrit, on voit vraiment quelque chose qui émerge. Comme moi, je sais pas, j'ai cette image de personnages anglaises, là où on met les touches, les touches, les touches. Et après, tu vois un parcours de vie incroyable. Et même les personnes, ça leur donne l'occasion de retourner en arrière, de regarder par-dessus leur épaule, et souvent de dire, mais ah oui, c'est ma vie, j'ai fait tout ça quand même. Et presque, tu vois, d'avoir ce regard admiratif sur leur propre vie en disant, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Alors voilà, il y avait ces clients-là. J'ai un monsieur extraordinaire qui a fait 2 fois les Jeux Olympiques, donc voilà, qui était un lanceur de javelot de famille d'émigrés russes. Donc, avec un parcours complètement particulier, qui a beaucoup versé aussi dans la culture, mais voilà, qui était un grand sportif. Donc, ses entraînements, c'est pourquoi, comment, les circonstances, comment était le sport à l'époque, l'arrivée du dopage. Parce que aussi, ce qui est toujours très intéressant dans les histoires des gens, c'est qu'il y a toujours la grande histoire avec un grand H derrière. Et c'est les interactions entre ça qui fait que c'est très, très enrichissant.
un autre monsieur, par exemple, qui a travaillé avec une personne qui est en processus de béatification. Toi, qui était quelqu'un, lui, alors très sportif, aussi très montagnard, qui a fait un des premiers treks où ils ont envoyé des personnes qui payaient pour aller dans l'Himalaya, pour faire un trekking dans l'Himalaya. Donc, quand même assez novateur à l'époque. Et puis voilà, quelqu'un de très religieux. Et donc qui a côtoyé des personnes qui étaient allées voir le pape, etc. Donc des parcours de vie et chaque fois très très différents et passionnants. Mais j'en profite quand même juste pour dire, moi je trouve très très bien ton idée de podcast parce que je pense que tu dois pouvoir aborder les choses de façon euh, moins compliqué, mais tout en restant très profond et très vivant et qui laisse une trace pour la famille. Et je pense que c'est bien qu'il y ait différentes façons d'aborder la mémoire et d'aborder la retransmission. Il y a différentes façons de la faire. Et plus il y en a, mieux c'est. Et même ceux qui n'ont ni podcast, ni livre mémoire, pas ne serait-ce que parfois interroger son grand-père, sa grand-mère ou son père, juste brancher son téléphone, son dictaphone, comme l'a d'ailleurs très très bien dit Anne Berest à la grande librairie mercredi soir, parce que elle a exercé le métier de biographe, juste de poser des questions et d'enregistrer avec son téléphone pour qu'au moins ça ne soit pas perdu. Mais bien sûr, enfin, c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir un échange et que je pense que souvent dans ce monde, on oppose les gens et on dit concurrence, etc. On a une approche commune avec des éléments complémentaires et je pense que la planète est suffisamment vaste pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et je te rejoins, moi c'est ce que je dis dans la communication que je peux faire, c'est si vous le faites pas avec nous parce que ce soit avec moi ou que ce soit avec toi parce que pour une histoire d'argent, pour ceci, pour cela, faites-le au moins tout seul. La différence quand vous le faites avec une autre personne, et ça je l'ai noté, c'est que l'autre personne va poser des questions plus neutres. Quand je dis plus neutres, elles sont des fois moins teintées d'émotions, où la question va être, on va oser la poser. Alors que quand on est petit enfant, par exemple, on va se dire, je vais pas poser cette question-là à papy parce que je sais que telle chose, telle chose. Voilà, ça c'est la petite différence. C'est aussi d'être capable de dire c'est apporté par une autre personne et tout le monde va en profiter, tout le monde va avoir l'émotion. Mais c'est sûr, et je te rejoins à 300%, entre rien et cet enregistrement fait au téléphone, vite fait, par un petit enfant ou par un enfant, il vaut mieux ça. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, je te rejoins sur la retraite, sur les départs d'entreprise, il y a plein de gens qui ont une richesse monstrueuse, qui partent avec cette richesse, alors qu'ils partent en retraite ou qui partent au sens réel, qui décèdent. Et quelle tristesse d'avoir laissé partir tout ça, parce que il y a plein de richesses. Je trouve que c'est l'intérêt aussi des podcasts aujourd'hui qui se sont multipliés. C'est que demain, on a quand même une base de données de richesse, si on veut, qui est immense, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années. Donc c'est tant mieux. Mais voilà, je trouvais hyper intéressant de te mettre en lumière sur ce service, sur ce produit que tu apportes. Le temps tourne énormément. Moi, je voudrais savoir, avant de terminer, quel est ton avenir, quels sont les projets, parce que je sais qu'il y a aussi un peu de photographie. Est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a des grandes échéances à venir, si là il y a un livre qui a été publié il n'y a pas longtemps, donc les gens peuvent peut-être se le procurer. Enfin bref, donne-nous un petit peu des pistes d'avenir pour terminer ce podcast. D'accord, merci. Alors, la plus court terme, c'est mon premier roman qui sort en livre de poche le 26 avril. D'accord. Il est déjà disponible en précommande Donc quand les gens écouteront, je suis presque sûr, même si je me trompe pas en termes de date, qu'il sera déjà disponible. Donc vous écoutez, là, hop, tout de suite vous pouvez mettre pause et cliquer et aller acheter donc ton premier roman. Il sera disponible sur quel type de plateforme? En livre de poche. Donc, il sera dans les supermarchés, les librairies, tout. Et donc, Super. c'est Et la vie repris à petite foulée. Parce que c'est vrai que je n'ai pas donné le titre. Ouais, tu as bien fait de le donner. Et c'est sur l'amitié, la course, la nature, la résilience. Voilà. Le deuxième, Les Confidences de Chalamar, il est autopublié sur Libri Nova et on est à la recherche d'un éditeur. Donc après, ça serait pour signature de contrat et publication. Mais déjà, là, il a une vie, les gens peuvent le lire. Donc, et il traite de la famille. Ok. Et en fait,
je me rends compte que finalement, pour moi, tout converge, tout est une sublime convergence vers, voilà, beaucoup, effectivement, la famille et la transmission, que ce soit dans mes livres ou dans mes livres mémoires. Et puis après, bon, bah, la troisième actualité, bah, c'est les livres Mhm. mémoires. Donc, c'est bah, continuer avec des nouveaux clients, alors en avoir moins pour avoir vraiment le temps. Moi, je suis lente, je ne sais pas faire court, je ne sais pas faire vite. Donc, c'est des formats qui ne me vont pas. Et donc, je crois qu'il faut savoir ce qu'on sait faire et pas bien faire. Et donc, voilà, je préfère avoir peu de clients, mais vraiment bien, bien travailler en profondeur et continuer là-dessus, que ce soit au niveau particulier ou entreprise, parce qu'entreprise, voilà, je trouve là aussi intéressant et aussi toutes ces petites entreprises qui perdent toute la mémoire vive de Mhm. leur ADN, je trouve ça Mais tu as raison. désolant. Et donc, on mettra les liens dans les notes du podcast. Tu me donneras pour ta deuxième nouvelle et puis pour la manière de te contacter. Parce que, et effectivement, maintenant, on sait que on pourra se référencer parce que quelque chose qui prendra du temps, bah, moi, je pourrais envoyer les clients vers toi et inversement. Donc, ça fait aussi partie de l'idée de se dire, tiens, et si on travaillait l'intergénérationnel, quelle que soit la manière dont on le fait, le principal étant de le faire. Hein, parce que on ne faut pas attendre dans 10 ans pour qu'on se dise tiens, je vais interviewer ma grand-mère ou mon grand-père. Ce serait peut-être des regrets à moyen terme. Oh, oui, vraiment, faut pas, c'est trop désolant. Donc, même des petites choses et des fois, les personnes âgées, des petits souvenirs. En plus, souvent, les choses qui sont du passé sont plus présentes à leur esprit. Et oui, oui, il faut profiter de chaque moment et de cueillir toutes ces confessions parce que c'est des perles, c'est des trésors. Bah, top. Écoute, Christine, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. J'inviterai les gens à aller cliquer sur les notes du podcast pour avoir les différents liens et trouver ton livre de poche qui, au moment où je pense, on va écouter, en tout cas après le 26 avril, sera disponible et ils pourront se l'acheter pour leurs vacances d'été, lire sur la plage ou sous un arbre. Ce sera le plus beau cadeau qu'ils pourront te faire. Et merci pour tous ces partages, ce parcours de vie. Je pense qu'on aurait pu rester ensemble plusieurs heures pour parler vraiment dans le détail de ces expériences, de la richesse que tu as acquise. Mais voilà, on essaye de se conformer aussi un petit peu au format du podcast. Déjà, là, on est pratiquement à plus d'1h10, donc on est dans un format long, mais tant mieux, il y avait des choses à dire et ceux qui ont envie d'écouter, bah, vous mettez pause entre deux, puis certainement vous avez écouté en plusieurs fois, en plusieurs trajets pour aller au boulot. Mais voilà, merci Christine pour la richesse de ces échanges et puis moi je te dis à très bientôt forcément. Merci beaucoup, Frédéric, de m'avoir invité et quel bonheur d'échanger avec toi et quel bonheur est d'être avec des personnes où on sent qu'on partage effectivement les mêmes valeurs, qu'on a des visions communes sur certaines choses très importantes. Et ça fait chaud au cœur. Donc vraiment, merci beaucoup, Frédéric. Eh bah tant mieux, merci à toi, au plaisir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.